Cette semaine, un colis suspect au bureau de poste de Saint-Félix-de-Valois. Les Canadiens estiment que l'inflation dans les épiceries s'aggrave et une nouvelle chaise des générations trouve sa place à la Chambre de commerce Brandon. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 27 mai 2024. C'était le branle-bas de combat mercredi dernier, alors que les autorités de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de la Matawinie ont été alertées concernant un possible colis suspect au bureau de poste de Saint-Félix-de-Valois. Les policiers de la Sûreté du Québec se sont rapidement mobilisés pour répondre à cet appel et sécuriser la zone. Le secteur touché par cette intervention se situait principalement aux abords de la rue principale et de la rue Laporte, où des entraves à la circulation ont été mises en place afin de faciliter le travail des policiers et surtout garantir la sécurité du public. Les autorités ont même appelé à la prudence et a demandé à la population d'éviter le secteur. Les techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec ont vérifié les colis qui étaient destinés à l'international, et ceux-ci étaient inoffensifs. Les personnes évacuées ont pu regagner leur domicile et le périmètre de sécurité a été levé. Au cours de la soirée, un homme de 35 ans a été arrêté à Joliette en relation avec les deux colis suspects. Une perquisition a été faite dans un véhicule et dans un garage de cette même municipalité, et des objets reliés au colis ont été saisis, dont de la poudre pyrotechnique. L'homme arrêté, qui vient du village Saint-Pierre, a été rencontré par les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Il tentait d'envoyer de la poudre pyrotechnique par la poste au président Volodymyr Zelensky. Il voulait aider l'Ukraine. Son dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales, qui déterminera si des accusations de possession d'engins explosifs, entre autres, seront portés. Il a été remis en liberté et doit respecter une série de conditions. Sa comparution est prévue le 22 août au Palais de justice de Joliette. Près des 2/3 des Canadiens estiment que l'inflation dans les épiceries s'aggrave, même si en réalité, elle ralentit progressivement. Un nouveau sondage léger révèle que près de 30 % des Canadiens croient que l'inflation alimentaire est principalement causée par les tentatives des épiceries d'augmenter leur marge de profit. Environ le quart, soit 26 %, pensent que cela est principalement dû à un phénomène économique mondial, tandis qu'une personne sur 5 blâme plutôt le gouvernement fédéral. Les résultats au Québec sont relativement différents. Seulement 6 % des répondants mettent la faute sur le gouvernement et 40 % sont d'avis que des facteurs économiques mondiaux sont à l'origine de l'inflation. Selon Statistique Canada, l'inflation des produits d'épicerie était de 1,4 % en avril et a contribué à faire baisser l'inflation globale à 2,7 %. Cependant, même une inflation faible signifie toujours que les prix augmentent. Au cours des 3 dernières années, les prix des produits alimentaires ont grimpé de 21,4 %, toujours selon l'agence publique. Les principaux épiciers, quant à eux, ont déclaré qu'ils n'avaient pas profité indûment de l'inflation. La division de transport de la MRC de Joliette souhaite vous informer qu'à compter du 30 mai, et ce, jusqu'au mois de décembre, le terminus sera déplacé à l'arrière du cinéma RGFM Joliette, au coin des rues Saint-Pierre-Nord et Richard. Il y aura des installations qui feront office de cabines pour les préposés au service à la clientèle, des salles d'attente et des toilettes formant ainsi le terminus temporaire de la MRC de Joliette. De la signalisation sera apposée sur les clôtures de chantier du terminus afin de diriger clairement les usagers vers la bonne direction. Des projets majeurs sont planifiés pour le terminus de la MRC de Joliette et le déménagement temporaire de celui-ci permettra leur réalisation.
Alors, si vous avez des questions, bien, vous pouvez toujours appeler directement la division de transport de la MRC de Joliette au numéro affiché à l'écran. Plusieurs municipalités au Québec ont adopté une chaise des générations. Ici, dans la région, après la ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, ce fut au tour de la Chambre de commerce Brandon de recevoir sa chaise le 18 mai dernier. C'est dans le cadre de la Fête de la famille que Cible Famille Brandon dévoilait la toute première chaise des générations du Québec faite par une maison de la famille. Et la Chambre de commerce Brandon est la première chambre de commerce à en recevoir une. Faite de matériaux recyclés et décorée par des enfants de 2 à 16 ans, elle sera exposée en permanence afin de garder à l'esprit la présence des enfants actuels et futurs dans toutes les décisions que prendront les membres du conseil d'administration. Selon M. Daniel Baudouin, président de la Chambre de commerce Brandon, on souhaite inspirer d'autres organisations à vocation économique et commerciale à s'engager à leur tour à mettre la protection environnementale et le futur des enfants au cœur de leurs décisions. Ce projet est une initiative de Mères au front et a été porté par le groupe citoyen Saint-Gabriel, une collectivité. Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grands-mères et alliés dans différentes villes et villages du Québec et de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels qui s'unissent pour protéger l'environnement dont dépend l'avenir de nos enfants. Et de plus en plus, il n'y a pas juste les adultes, mais les jeunes aussi sont très concernés par l'environnement, la pollution et même les guerres. C'est pourquoi la classe de 6e année de l'école Sainte-Anne de Saint-Norbert vous invite ce vendredi 31 mai de midi à 15 h au bal masqué de Saint-Gabriel. Plusieurs élèves seront présents pour vous parler et vous faire prendre conscience des différents enjeux mondiaux. Par des discours engagés, ces jeunes vous entretiendront sur la destruction de la faune et de la flore, de la malbouffe et de l'obésité, sans oublier la pollution et l'environnement. En plus de ces conférences, il y aura différentes activités, ainsi qu'un encan où vous pourrez acheter les œuvres fabriquées par les élèves eux-mêmes. Le prix d'entrée est seulement de 2 $. Alors, on vous attend au bal masqué ce vendredi 31 mai de midi à 15 h. Depuis dimanche, les consommateurs ont constaté une augmentation des prix à la SAQ. Et oui, la Société des alcools du Québec a augmenté ses prix de 0,7 % sur 2000 de ses produits. Le montant moyen des augmentations s'élève autour de 53 sous. À l'inverse, la SAQ indique que 469 produits affichent un prix stable et 935 autres coûtent moins cher. La Société d'État explique que cette très faible hausse de prix est reliée à une baisse de ses coûts de transport maritime. D'autres facteurs, bien sûr, ont contribué à l'ajustement des prix, dont l'augmentation des coûts de production des fournisseurs. Elle précise également proposer désormais un total de 139 produits sous la barre des 12 $. C'est un impressionnant montant de 102 272 $ que la Société de l'autisme, région de la Naudière, a reçu à la suite de la campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons. L'organisme a dévoilé le montant mercredi dernier devant ses nouveaux locaux. D'après la directrice de la Société de l'autisme, région de la Naudière, Mme Marie-Ève Desmarais, l'argent servira à bonifier les services offerts aux participants. Rappelons que l'an dernier, la campagne avait permis d'amasser une somme de 100 692 $. Bonne nouvelle pour l'école secondaire Pierre de Lestage à Berthierville. L'école a remporté une bourse de 1 000 $ lors de la remise des prix Vox Populi. Offert par la Fondation Jean-Charles Bonenfant en collaboration avec Élections Québec et l'Assemblée nationale, ces prix récompensent 10 conseils d'élèves qui ont favorisé la démocratie au sein de leur école. Les membres du conseil d'élèves de l'école secondaire Pierre de Lestage ont mené plusieurs consultations auprès des élèves en cours d'année, comme des sondages et des tournées de classe. Dans la communauté, le conseil a organisé une collecte de denrées
pour aider les familles démunies de la MRC de Dautrey en partenariat avec des organismes locaux. Pour chaque denrée remise, bien, les élèves recevaient un coupon de tirage pour participer à une nuit à l'école, une activité organisée par leur conseil. La 9e édition de la course aux 1000 pieds a fracassé son ancien record en amassant 102 327 $ pour la Fondation des Samars. L'argent récolté servira à financer divers projets qui améliorent les chances de réussite chez les jeunes du territoire du Centre scolaire des Samars. Pour sa première édition au centre-ville de Joliette, 3300 des 3700 coureurs ont bravé la pluie et ont participé à l'une des 6 épreuves proposées, dont 1500 étaient des jeunes. Le comité organisateur est déjà à pied d'œuvre pour préparer le 10e anniversaire de la course, qui s'annonce festive et pleine de nouveautés. Cette dernière se tiendra le 4 mai 2025. La région de la Naudière ne compte aucune route parmi les top 10 des pires routes au Québec, selon CAA Québec. Le classement a été dévoilé jeudi dernier. Il compte 5 routes de la région des Laurentides, dont la pire route de la province est la route 329 à Saint-Adolphe d'Howard. Rappelons que le processus de sélection repose sur la participation des citoyens, puisque ceux-ci pouvaient signaler la route qu'ils estimaient être la pire de la province sur le portail pireroute.com au cours du mois d'avril. Au total, 4 465 votes ont été comptabilisés. Parmi le top 5 régional, on retrouve la route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare, l'autoroute 40 à Berthierville, la route 341 à Rawdon et la rue des Jardins à Montville. Rappelons-nous que l'an dernier, la route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare figurait au 10e rang des pires routes de la province. Avec le beau temps vient aussi le plaisir de la plage. Eh bien, située au bord du lac Masquinongé, la plage municipale de Saint-Gabriel est l'endroit idéal pour y passer du bon temps en famille et entre amis. Vous pouvez jouer dans le sable avec les enfants, vous prélasser au soleil, jouer au volleyball et même pratiquer des sports nautiques. Eh bien, la date de l'ouverture officielle de la plage de Saint-Gabriel est le samedi 22 juin. Le site est accessible d'ici là, mais aucun service n'est offert. Par contre, prenez note que les règlements du site sont à respecter en tout temps, même lorsque la plage n'est pas officiellement ouverte et même s'il n'y a pas d'agent de sécurité sur place. L'accès à la plage sera gratuit pour les citoyens de la ville de Saint-Gabriel et des 2 municipalités partenaires, soit Saint-Gabriel de Brandon et Saint-Damien, sous certaines conditions, bien sûr. Afin d'entrer gratuitement sur le site de la plage, bien, vous devrez présenter votre permis de conduire à l'adresse de la ville de Saint-Gabriel de Brandon ou de Saint-Damien. Pour les citoyens de la ville Saint-Gabriel qui n'ont pas de permis de conduire, eh bien, vous pourrez présenter votre carte citoyenne. Et pour les citoyens de Saint-Gabriel de Brandon et de Saint-Damien, eh bien, vous devez vous référer à votre municipalité pour avoir une carte d'accès gratuite. Cette semaine, pour la tournée des municipalités, eh bien, je vous fais découvrir un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes avec des comportements violents. Le nom de cet organisme, Au cœur de l'île, à Joliette. Je suis avec Mme Chloé Champoux, directrice générale au cœur de l'île de Joliette. Bonjour, Mme Champoux. Bonjour, M. Bérubé. Merci de nous accueillir ici à l'organisme aujourd'hui. J'aimerais savoir depuis quand cet organisme-là existe. Oui, en fait, au cœur de l'île existe depuis maintenant 35 ans. Quand même. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent ici dans l'organisme? Oui, donc en fait, on est une quinzaine d'employés, dont des intervenants temps plein et quelques temps partiels. Et j'imagine qu'il y a différents emplois ici à l'organisme? Oui, on a principalement des intervenants psychosociaux et il y a la direction générale et du soutien administratif. Et quand vous parlez d'intervenants, ces intervenants-là ont quel genre de formation pour pouvoir aider les gens ici?
Oui, donc les intervenants psychosociaux de notre équipe ont une diversité là, de bagages, de formation et professionnels. Donc, mais principalement des techniciens en éducation spécialisée, des techniciens en travail social. On a quelques bacheliers aussi en travail social. Donc, principalement là, des personnes qui ont étudié en relation d'aide. On en a aussi qui ont des bagages là, assez importants d'expérience dans le milieu communautaire. Parlez-nous de la mission Au Oui. cœur de l'île. Quelle est la mission exactement? Oui, donc Au cœur de l'île, c'est un organisme communautaire autonome à mandat régional. Notre mission, c'est de promouvoir les relations saines et égalitaires et prévenir l'usage de comportements violents en contexte conjugal et familial. Puis cette mission-là, elle s'incarne principalement par l'accompagnement des hommes en difficulté relationnelle et des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial. Quelle est votre approche d'intervention? Oui, donc en fait, nous, c'est une posture humaniste, donc d'accueil et de non-jugement, puis c'est un cadre d'intervention basé sur la responsabilisation. La responsabilisation, c'est quoi? Bien, c'est un processus par lequel l'auteur de comportements violents reconnaît la responsabilité de ses actes puis choisit la non-violence. Puis à ce sujet, bien, l'équipe d'intervention est là pour les accompagner dans le processus de responsabilisation. Et quand vous parlez de comportement violent, Oui. qu'est-ce qu'on entend par comportement violent? Est-ce que c'est, exemple, un homme qui bat sa femme ou c'est quoi exactement qu'on parle de comportement violent? Pouvez-vous nous donner des exemples un petit peu? Oui, bien, en fait, il y a une diversité de formes de comportements violents et c'est ce qu'on vise là, à déconstruire un peu cette vision-là un peu plus unique que l'homme violent, c'est l'homme qui bat sa femme. Et évidemment que la violence physique, c'est une forme de violence, mais c'est pas la seule et c'est pas la principale qu'on voit dans nos groupes, en fait. On a de la violence verbale, de la violence psychologique, le contrôle, qui peut s'incarner par de la surveillance, par de la jalousie abusive. Donc, il y a vraiment différentes violences sexuelles également. Donc, il y a vraiment différentes formes de violence, puis c'est vraiment une des premières étapes qu'on va travailler avec nos participants, c'est-à-dire d'identifier la diversité des formes de violence agies, puis comment on peut déconstruire, là, puis trouver des alternatives à l'usage de comportements violents. Est-ce que ce sont les gens eux-mêmes qui appellent ici ou est-ce qu'il faut y aller de son propre choix? Oui, donc la démarche, elle est volontaire. Donc, c'est la personne qui doit nous contacter. Parfois, évidemment, il y a des références judiciaires. Donc, les personnes ont une ordonnance de la Cour, mais nous, on n'est pas dans l'obligation de les accepter. Il faut vraiment que la personne démontre une volonté de changer et qu'elle reconnaisse un tant soit peu. Nous, on voit qu'il y a une graine, puis on peut semer quelque chose, mais il faut qu'elle reconnaisse un tant soit peu là, ces actes de violence. Exactement, pour qu'on ait un levier là, pour intervenir auprès d'elle. Effectivement. Quel est le processus? Mettons, exemple, moi j'ai un problème de comportement, j'aimerais essayer de trouver des solutions, j'aimerais essayer de le régler. Quel est le processus? Comment ça fonctionne pour que je puisse intégrer vos groupes? Oui, bien, la première étape, en fait, pour accéder à nos services, c'est de prendre le téléphone et de nous appeler. Donc, du lundi au vendredi, 2 jours, il y a toujours des intervenants au bout du fil. Par la suite, il va y avoir un rendez-vous de prix, un rendez-vous téléphonique pour faire l'inscription de la personne. Et c'est ensuite que s'enclenche le processus d'accueil-orientation. Donc, ce processus-là, c'est 2 à 3 rencontres en individuel avec un intervenant qui vise à faire le portrait de la situation de la personne. Donc, on va y adresser notamment toutes les formes de violence et agit, subit parfois également, agit sur la conjointe, agit sur les enfants. Et on va également déterminer les besoins de la personne en vue de lui fixer des objectifs en lien avec ses objectifs personnels, mais également ceux du programme. Donc, c'est par la suite, à la fin de ce processus, que la personne peut intégrer un groupe, en fait. Hey, salut, ça va? C'est la première fois, je pense, que tu viens ici à la ressource. Écoute, en fait, on va prendre le temps ensemble, OK, que tu arrives. Je vais t'expliquer un peu comment ça va fonctionner. Inquiète-toi pas, c'est normal, ça arrive souvent les premières fois, c'est tout à fait normal, mais on va prendre le temps ensemble, OK? Ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais reprendre le document que tu as rempli lors de ton inscription. Je vais aller un peu plus loin dans les questionnements. Je vais essayer d'aller voir avec toi le contexte, les besoins que tu as à travers ça pour qu'on travaille vraiment dans le même sens ensemble puis que ça t'aide à voir ce que tu as envie de faire, en fait. Ça te va?
Joanne et Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux intervenants ici à l'organisme au cœur de l'île. Pour faire différent, aujourd'hui, c'est moi qui vais être l'intervenant qui va vous poser des questions. Dites-moi, en quoi ça consiste, une démarche de groupe? En fait, dans le cadre d'intervention de l'organisme, on est vraiment dans un principe de responsabilisation. Donc, le principe, en fait, c'est que nous, on va accompagner des personnes qui sont auteurs de comportements violents au travers de chaque semaine, chaque rencontre. Il y a 21 rencontres, ça, je ne l'ai pas encore dit. Fait que une fois par semaine, pendant 21 semaines. Ce qu'on va faire, en fait, c'est de les accompagner au travers de leurs propres objectifs. On parlait peut-être d'accueil-orientation. Est-ce qu'on va parler avec la personne, déterminer un peu qu'est-ce qu'elle veut faire avec nous? On a aussi des objectifs spécifiques de programme. Donc là, on va parler d'arrêter les comportements violents, clairement, développer des relations qui sont égalitaires, qui sont respectueuses. Outre ça, dans le groupe, ce qui est important de comprendre, c'est que la démarche est faite sur une base volontaire. OK. Ouais, donc, les personnes doivent être vraiment motivées à faire ces changements-là. Nous, on a vraiment un rôle d'accompagnement dans tout ça. Et vous parliez que c'était une séance, 21 séances, une fois par semaine. Est-ce que les séances durent longtemps par semaine? On parle d'une fois par semaine, c'est 2 heures en fait. Là-dedans, il y a même une pause. Donc, c'est vraiment accessible. Puis le but, en fait, est un peu plus de faire des partages entre ça. Mais on va pas le prendre tout de suite. Mais ouais, c'est un peu ça. Et comment se déroule une séance de groupe? Séance de groupe, c'est 8 gars avec 2 intervenants. Là où on utilise les partages des gars et les outils avec lesquels on travaille, de façon à mêler avec les expériences de chacun pour cheminer ensemble à travers les discussions. On regarde les formes de violence et les conséquences de ces formes de violence-là. Il y a les outils qu'on utilise également, qui sont le retrait stratégique, le cycle de la violence, entre autres. Et également, on va aborder aussi au niveau de l'apprentissage, d'aller cerner nos signes précurseurs, de façon à s'amener différemment dans des situations de tension, en fait. T'sais, on sait que les hommes ont de la difficulté à demander de l'aide, et ça, c'est un peu la socialisation là, des hommes là, à travers leur enfance, ce qu'on leur a appris. C'est difficile pour eux autres d'arriver et de demander de l'aide. Ça prend du temps avant qu'ils le fassent, et ça prend trop de temps souvent. Et de s'ouvrir aussi, c'est difficile. Ça. Oui, effectivement. Puis ils finissent par accumuler tout ça. Mais quand ils s'amènent, ils sont chargés, ils ont un lourd bagage. Là, on parle d'estime de soi, on parle de comportement de colère qui est implanté. On parle également d'impact, autant sur eux que sur leur entourage, qui traîne finalement là, avec eux là, pendant un bout de temps. Fait, quand ils arrivent, on sent cette charge-là, on sent cette lourdeur-là. Merci beaucoup à vous deux. Puis, comme on peut dire, continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour regarder l'entrevue complète réalisée à l'organisme au cœur de l'île, je vous propose l'émission À la découverte de votre région, qui est diffusée sur les ondes de CTB-TV cette semaine. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.